AJPI, association d'assurés engagés et responsables, présente Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Réus. Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, je reçois Carole Bien-Aimé-Best, productrice, cinéaste, ancienne membre de l'ARCOM et à l'occasion de la parution de son livre « Crépuscule numérique », un texte qui interroge notre rapport à la vérité à l'heure de l'intelligence artificielle. Mais avant cela, comme chaque semaine, notre édito. Et ce matin, je vous propose de nous engager contre le doute algorithmique. S'engager contre ce doute, c'est affirmer que le plus grand danger ne vient pas de l'erreur, il vient de la confusion. Les intelligences artificielles n'ont pas tué la vérité, elles ont fait en sorte que tout puisse sembler vrai et que plus rien ne puisse l'être avec certitude. Une image peut convaincre, mais elle peut aussi manipuler. Une vidéo peut mentir, une voix peut être générée, une preuve falsifiée. Quand tout peut être fabriqué, quand plus rien ne semble sûr, ce n'est plus simplement le réel qui vacille, c'est la confiance. Aujourd'hui, le doute est devenu un outil, un produit, une stratégie. Il ne s'agit même plus de convaincre, il suffit de semer le doute. Et dans ce climat, ce n'est plus ce qui est prouvé qui compte, mais ce qui circule, ce qui est vu, partagé, relayé, devient pour beaucoup une réalité. Alors ce doute algorithmique, c'est celui qui renforce ce que je crois déjà, celui qui m'enferme dans mes convictions, qui m'éloigne du débat, qui me pousse à cliquer sur ce qui me conforte, sur ce qui me ressemble, qui fait taire la complexité, le temps long. Et le danger devient la perte de repères partagés. Quand chacun vit dans son flux, dans son récit, dans sa version du monde, il n'y a plus de contradiction possible, juste des buts d'opinion et une démocratie qui s'essouffle. Car la démocratie, on le sait bien, a besoin de lenteur, de débat, de preuves. Elle a besoin de cette part de réalité commune sur laquelle fonder des choix collectifs. Alors que faire quand ce réel n'est plus une évidence et que la vérité devient variable d'ajustement ? Eh bien, il nous faut une exigence, une éthique, une volonté et surtout refuser l'idée que tout se vaut si l'on veut encore pouvoir décider ensemble de ce qui compte. Carole Bien-Aimé, je suis ravie de vous recevoir ce matin. Vous êtes autrice, productrice, cinéaste. Vous avez été de 2017 à 2023 membre de l'ARCOM, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Vous publiez aujourd'hui Crépuscule numérique aux éditions de l'Observatoire, un livre d'alerte sur les effets délétères de certaines technologies. Bonjour Carole. Bonjour Muriel, merci de me recevoir. Vous écrivez imaginez un monde où il y aurait tout simplement plus de vérité. Alors ma première question est simple. Est-ce qu'on est déjà dans ce monde-là ? Est-ce qu'on a déjà basculé dans une ère de soupçons généralisés ? Oui, souvenez-vous, début 2023, quand ces images d'infos, qu'on aurait pu penser être des images publiées par des grandes agences de médias comme Reuters ou l'AFP, sont apparues sur les écrans. Et en fait, c'était des images des grands de ce monde qui avaient été générées par l'intelligence artificielle. Donc, on se souvient du pape affublé d'une doudoune un peu étrange, de Donald Trump en prison, de Emmanuel Macron pris à partie par des manifestants. Et c'est vrai que ces photos, elles jouaient sur le doute. C'est vrai qu'il y avait le procès de Trump dans l'air. Donc, ça aurait pu être crédible. C'est vrai qu'on est nombreux à s'être fait avoir par ces images. Et là, je me suis dit, même moi, si moi, une femme d'image, de médias, d'experte, je peux peut-être me faire avoir par ces images, ça veut dire qu'effectivement, le grand public le peut, dans un monde où on est submergé par des informations. C'est vrai que dans ce flux d'infos qui nous parviennent, ces images, finalement, elles apparaissaient aussi pour beaucoup comme étant des images réelles. En fait, ce que vous dites, ce que démontre en partie votre livre, c'est que les intelligences artificielles ne menacent pas tant la vérité, mais notre capacité à faire la différence entre le vrai et le faux. Alors vous êtes une experte, vous venez de le dire. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus ? Est-ce que c'est la puissance de ces outils ou cette perte de repères collectifs qu'elle procure ? Alors, on est déjà... Alors, c'est vrai qu'on est dans une période où finalement, on s'aperçoit qu'entre 1960 et nos jours, la puissance des processeurs... je vais plus parler finalement de leur puissance de calcul, a augmenté de 100 milliards. Et c'est vrai que, mis à part tous ces processeurs, tous les objets qu'on a à portée de main, il n'y a aucun objet qui a subi, qui avait une fulgurance en termes d'innovation aussi forte et aussi rapide. Donc c'est vrai que ça interroge aussi sur la capacité de notre cerveau
à assimiler ces innovations. Donc c'est vrai que d'un côté, ces innovations que l'on vit et que l'on subit, qui sont aussi très positives, et ça il ne faut pas le nier, elles peuvent aussi interroger sur notre capacité à les absorber. Et puis, on vit aussi dans un monde qui a perdu tous ses repères. Vous voyez que les amis d'hier sont devenus des ennemis. On était quasiment sûr d'être une grande puissance pendant des années, et puis en fait, on s'aperçoit qu'on est une puissance qui évidemment a reculé dans les classements et qui est surendettée. On était dans un monde où on pensait avoir à peu près maîtrisé toutes les maladies, et puis tout à coup, il y a une épidémie mondiale qu'on est incapable d'endiguer, et on se retrouve à être tous confinés. Donc on est dans ce monde-là où effectivement, on a déjà perdu nos repères, et s'ajoutent à ça les outils de communication numérique, smartphones et autres tablettes, les réseaux sociaux, où on se retrouve effectivement submergé par un flux d'informations contradictoires, enfermé dans des bulles, et donc se retrouver dans un monde comme celui-ci est compliqué, puisque déjà la réalité est complexe, mais en plus, si on rajoute des outils qui favorisent la désinformation, on se retrouve effectivement très très embêté, et c'est le monde dans lequel on vit. Donc je pense que oui, on est déjà dans le monde. On peut aussi s'interroger sur les succès des contenus qui reposent sur une efficacité narrative plutôt que sur une véracité. Dans ce cadre-là et dans ce contexte-là, on peut se demander quel espace il reste pour la contradiction, pour la preuve, pour le journalisme d'investigation d'ailleurs, à côté de ces outils. Alors, je pense qu'effectivement, c'est un vrai défi pour les journalistes d'aujourd'hui, parce qu'on voit bien que les moyens se réduisent, qu'il y a effectivement une volonté aussi du public d'avoir des contenus qui vont à l'essentiel, avec un discours simple et des éléments de langage qui sont assez réduits. Mais malheureusement, on est dans un monde, et fort heureusement, on est dans un monde complexe. Donc, on ne peut pas résumer le monde à des petits éléments de langage. Mais c'est vrai que ce récit simpliste et simplifié, il est plébiscité par beaucoup, accéléré aussi par le numérique. Et en plus, on a des politiques qui, on l'a vu pendant la campagne de Donald Trump, la campagne qui a amené à l'élection de Donald Trump, c'est que finalement, elle était faite, mais d'un côté comme de l'autre, de désinformation d'un candidat à l'autre. C'était plus quel est le programme le plus vertueux qui va nous amener à, même si on l'étiquetait Make America Great Again, c'était quand même derrière expliquer que le camp d'en face avait fait énormément de choses et quitte à mentir beaucoup. Et de l'autre côté aussi. Mais à l'arrivée, vous avez un J.D. Vance, qui est quelqu'un d'extrêmement structuré, très intelligent, qui vous explique, mais finalement, c'est pas si grave si on a menti. Ce qui comptait, c'était d'attirer l'attention du public. Et donc, finalement, tout est permis. Et on peut même mentir. Et quand on a des politiques qui avouent avoir menti, ça devient effectivement très complexe. Il n'y a plus de processus démocratique. Il n'y a plus de processus démocratique. Et effectivement, pour les journalistes, faire leur travail dans un monde comme celui-ci, ça devient extrêmement compliqué. D'ailleurs, cette question du vote, elle est extrêmement importante. On peut vraiment se demander comment les citoyens vont faire leur choix aux urnes quand ils sont submergés par un tsunami de deepfake. Est-ce qu'on peut considérer, alors vous avez pris l'exemple effectivement des États-Unis, qui peut-être est l'extrême, mais est-ce qu'on peut considérer que l'IA peut remettre en cause la sincérité du processus électoral? On l'a déjà vécu. On l'a vécu avec Trump. Oui. On l'a vécu déjà avec Trump. On l'a vécu pour son premier mandat. Souvenez-vous du scandale Cambridge Analytica. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que ce sont des données d'utilisateurs de Facebook qui ont été transmises à cette agence de communication et qui a permis effectivement au candidat Trump de l'emporter, puisqu'on a utilisé ces informations. Facebook avait recensé énormément d'informations sur ses utilisateurs pour les orienter dans un sens ou dans l'autre. Mais alors comment on résiste à ça? Comment une démocratie peut résister à cela aujourd'hui? Alors, moi, je pense sincèrement que ça suppose une vigilance accrue, donc renforcer l'esprit critique des gens, s'assurer que dès le plus jeune âge, on apprend aux plus jeunes à sous-peser les informations qui parviennent, à les croiser, à faire un travail de détective, mais vraiment à tous les âges, parce qu'on s'est quand même rendu compte aussi que les populations les plus âgées étaient parfois celles qui pouvaient relayer le plus de désinformation, donc l'esprit critique. Et puis, moi, je dis aussi beaucoup qu'il faut une régulation qui se renforce. Et évidemment,
aussi qu'on remette l'éthique au cœur de l'innovation. C'est vraiment la base. Enfin, il faut revenir à cette base, c'est-à-dire que l'innovation, elle doit être au service de l'humain, elle ne doit pas être là pour faire en sorte pour nous asservir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir si finalement ces réseaux sociaux ne nous asservissent pas et puis finalement nuisent à notre bien commun, nuisent à notre vivre ensemble parce qu'on ne parvient plus à se parler. Je crois qu'on arrive à faire ce constat-là de plus en plus aujourd'hui et tant mieux. Hein. C'est-à-dire que maintenant on a un peu de recul pour dénoncer effectivement ce que nous subissons avec les réseaux sociaux. Mais ça pose l'esprit critique, il est terriblement altéré aussi par nos algorithmes de recommandation. C'est-à-dire tous ces algorithmes aujourd'hui qui rassurent nos cerveaux avec des biais de confirmation. Donc on perd l'habitude de cette contradiction. C'est extrêmement difficile de contrôler ces plateformes. Est-ce qu'on a des pistes et des voies de solution ? Alors, la régulation, elle est en train de s'écrire, mais vous voyez très bien, c'est un exercice. Oui, mais c'est un exercice qui est difficile puisque la temporalité du droit est absolument pas la temporalité de l'innovation ou de la vie des affaires. Donc, vous avez d'un côté un monde qui va très vite, qui s'accélère. Enfin, c'est ce que je disais sur cette fulgurance en termes d'innovation, et de l'autre, il y a un droit qui doit se remettre en question et qui ne va pas aussi vite et qui a un peu du mal à se faire entendre, à se faire respecter et c'est le monde dans lequel on vit, mais je pense qu'à un moment donné il va falloir que la régulation, que les régulateurs qu'il y ait plus de communication entre le monde économique et la régulation pour qu'il y ait plus d'ingénieurs qui participent aussi à la réflexion et à l'écriture du droit pour arriver à un droit qui protège et qui ne freine pas l'innovation. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir un double effet. On peut aussi avoir un effet d'un droit qui n'est pas adapté, qui va trop loin et qui empêche l'innovation, ou un droit qui veut ratisser très très large. On l'a vu sur l'IA Act. Enfin, et c'est parce qu'effectivement, il y a des tas de modèles d'IA. On parle d'IA, c'est un terme générique, mais entre celle qui est utilisée pour accompagner un diagnostic, celle qui vous accompagne dans quand vous faites un trajet pour vous orienter, et celle qui vous aide à écrire ou à créer des photos, on est vraiment sur des modèles d'IA très différents. Et après, on a effectivement les algorithmes de recommandation. Donc, c'est vrai qu'il faut aujourd'hui qu'on ait une régulation qui s'adapte, qui soit plus efficace. Voilà, pour en revenir à l'IA Act, par exemple, elle a totalement pas du tout pris en compte les milieux culturels. Ouais. Donc, elle a pris en compte effectivement tous les aspects de sécurité et de surveillance de masse, mais pas du tout le secteur culturel. Pourquoi, d'après vous ? Parce que, en fait, je pense que c'est pas considéré comme une industrie et c'était pas considéré par le législateur comme étant le plus urgent. Et donc aujourd'hui, on dit maintenant ils y reviennent, ils y travaillent parce les auteurs se sont mobilisés parce qu'ils se sont bien rendus compte que tous les outils d'intelligence artificielle tels que ChatGPT ou autres s'entraînaient sur du contenu et que les ayants droit n'étaient même pas au courant de ça. Donc ça passe de grands journaux à des auteurs reconnus, mais c'est des quantités énormes, assez phénoménales de contenus sur lesquels ces IA sont entraînés. Donc voilà, donc on voit bien que ce temps du droit et que cette régulation, elle est en train de s'écrire. C'est compliqué. Il faut aussi qu'elle s'écrive au niveau international, pas au niveau national. Oui, parce qu'on a bien vu dernièrement des régulations imposées à certaines plateformes les ont conduits à prendre la décision de quitter la France. Alors, oui. C'est extrêmement facile, ça. Alors, ça, c'est pour ne pas subir très facile. Des régulations. Exactement. Donc, ça ne résout pas le problème. Effectivement, vous parlez de la régulation de toutes les plateformes de contenu pour adultes, de contenu pornographique, à qui on demande depuis des années de vérifier l'âge de leurs utilisateurs. C'est quand même la moindre des choses. Et donc là, les voir commencer à râler, chouiner, menacer de s'en aller, je trouve ça absolument pas au niveau et à la limite obscène. Et honnêtement, on voit bien que ce sont des plateformes qui agissent à un niveau international et donc on doit avoir une législation qui soit au niveau international. Et c'est vrai que dans un contexte comme le nôtre aujourd'hui, où nos amis d'hier avec lesquels on commençait à écrire une régulation internationale, ne le sont plus, ça devient très 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 compliqué puisqu'on voit bien que
que les grandes plateformes américaines, elles, ne veulent plus vraiment jouer le jeu, que ces plateformes pornographiques qui sont parfois très 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 louches en termes d'appartenance et d'entreprises qui sont aussi pour certaines mafieuses, on s'aperçoit que c'est très difficile de les attraper puisqu'on n'a pas d'outils de régulation internationaux et qu'on n'arrive pas à s'entendre sur le sujet. Sur ce sujet. Alors vous, personnellement, dans ce paysage, on va dire, un petit peu brouillé, comment vous continuez à faire confiance en tant qu'ancienne régulatrice, mais citoyenne et créatrice? Quels sont les repères que vous imposez pour ne pas sombrer dans un cynisme ou une résignation? Oui, alors c'est vrai qu'ils ne vont pas sombrer dans le cynisme. Et en même temps, même si moi je suis de nature optimiste, mais il faut, je pense, faire preuve de réalisme et de se dire qu'il faut se mobiliser. C'est-à-dire que le politique, les industriels aussi doivent se mobiliser. Je pense qu'on doit aussi, je le disais, en termes d'éducation, faire un effort, même si on demande déjà beaucoup à l'éducation nationale et que ça en rajoute, mais c'est vrai que c'est nécessaire. Donc les parents aussi doivent s'y mettre. Donc moi, je veux rester optimiste en me disant que on va finir. Alors c'est pour ça que je parle de crépuscule, parce que c'est vrai qu'on est dans cette période où on voit tous un peu flou. Voilà, on n'arrive plus à distinguer les chiens des loups. Mais à un moment donné, la technologie, il va y avoir aussi des éthiciens qui vont prendre le relais et qui vont créer des technologies qui vont nous permettre d'identifier voilà, le vrai du faux, de pouvoir nous permettre d'avancer. Et je pense qu'on va y arriver, mais tout en étant vigilant. Mais ce que je veux dire, c'est on peut s'en sortir, mais encore faut-il se retrousser les manches et le faire dès à présent. Et en avoir la volonté. En avoir la volonté politique et pas uniquement des grands discours et vraiment en s'y mettant. Et je pense que... Enfin déjà, j'écoutais votre édito et je me dis que si on écoutait tout ce que vous venez de dire, ce serait formidable, Muriel. Merci Carole Bien-Aimé-Besse pour cet éclairage sur les zones d'ombre du numérique. Il faut lire Crépuscule numérique, qui est publié aux éditions de l'Observatoire, parce que ce livre nous oblige à défendre ce que nous pensions évident, la vérité, le débat, la démocratie. Et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle émission de La Force de l'Engagement. Bon dimanche. Sud Radio, le grand matin week-end, La Force de l'Engagement, Muriel Réus. Avec AGP, association d'assurés engagés et responsables.